Donc, c'est vraiment un honneur pour nous de recevoir Émilie Lessard-Terrien, députée pour le Parti Québec solidaire, Abitibi-Témiscamingue, en fait, Rouyn-Noranda, euh, Témiscamingue. Témiscamingue. Et donc, Émilie vient de cette région. Et avant et tu es élue, donc une des jeunes élus, finalement, à l'Assemblée nationale. Et nous, on t'invite aujourd'hui parce que la semaine passée et peut-être juste avant, tu as été très, très visible, en fait, dans les médias sociaux, dans les médias, et aussi à l'Assemblée nationale, suite à l'événement tragique, donc au décès de M. Genet, qui est décédé donc à Sainte-Terre. Et il y a toute une question de réduction d'heures d'ouverture, mais il y a aussi une question de réduction de services dans les régions rurales en général, mais aussi beaucoup dans votre région, en Abitibi-Témiscamingue. Alors, Émilie, on va parler aujourd'hui de comment défendre ces citoyens ruraux lors des coupures de services dans le système de santé. Mais avant de te poser, on te remercie beaucoup d'être ici aujourd'hui. On sait que tu es très, très occupé. On se tutoie, on a fait une petite pré-entrevue l'autre jour. Euh, on se tutoie. Nous, on n'est pas dans une optique politique et tout ça, là, évidemment. On est là pour travailler pour le citoyen, pour améliorer les choses. Mais Émilie, j'aimerais ça, Jenny, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qu'on puisse jouer ton extrait très touchant à l'Assemblée. Ma nuit a été faite de si l'ambulance avait été disponible à Sainte-Terre, si on n'avait pas dû aller virer à Val-d'Or, si on était arrivé plus vite à Amos, si l'urgence de Sainte-Terre avait été ouverte. Le trajet que le patient a dû faire, c'est comme partir de Montréal, aller virer à Joliette pour se faire dire que le spécialiste dont on a besoin est à Saint-Jérôme. Le patient est décédé dans l'ascenseur à quelques minutes du spécialiste qui aurait pu le sauver. Pour toutes ces raisons, c'est extrêmement important pour moi que le coroner se saisisse du dossier. Sainte-Terre, c'est le symptôme d'une maladie plus profonde. Notre système est en hémorragie en Abitibi-Témiscamingue et le ministre n'a même pas de plaster et je ne sais même pas s'il est en train de chercher la boîte. Ça fait un an ici que je suis devant vous, que j'alerte ce gouvernement-là sur la crise dans le réseau de la santé en Abitibi-Témiscamingue. La CAQ a 2 députés, mais il n'y a aucune idée de nos réalités sur le territoire. Ça fait des mois qu'on demande « est où la CAQ? » Je la pose encore ce matin, cette question. Où est la CAQ? Sur ce, on te souhaite la bienvenue, Émilie. Merci d'être ici aujourd'hui. Merci de l'invitation. Émilie, comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens, mon Dieu, un peu épuisée parce que c'est la fin de la session. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée là, au terme de 2 semaines d'intensive. Je dois vous dire très honnêtement que j'ai eu une discussion avec le fils de M. Genet il y a à peine 1 heure. Donc, c'est sûr que ça l'a ravivé toutes sortes de choses. Et je me sens, je demeure en fait préoccupée parce que je ne sens pas qu'on a eu de réponse satisfaisante depuis les événements de la semaine dernière de la part du gouvernement du Québec. Donc là, on retourne en circonscription. La semaine prochaine va être une semaine où on va être très, très actif sur le terrain, mais après, c'est les vacances. C'est les vacances pour le gouvernement. Dans le réseau de la santé, les gens vont continuer de travailler, mais il y a des gens aussi qui risquent de prendre des vacances bien méritées. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec nos services pendant la période des fêtes? Je reste préoccupée. Je suis dans un mélange de j'ai hâte de retourner chez moi, j'ai hâte de travailler encore sur les dossiers de la santé, mais je suis préoccupée quand même par cette pause-là de 2-3 semaines où ça va être plus difficile là, de mobiliser le gouvernement sur la situation en Abitibi-Témiscamingue. Et justement, c'est quoi la situation à Sainte-Terre, par exemple, présentement? Bien, en fait, c'est difficile de parler de juste Sainte-Terre de manière isolée sans prendre un peu le big picture parce qu'à Sainte-Terre, l'urgence, elle est fermée.
de 16 h l'après-midi à 8 h le lendemain matin parce qu'il nous manque cruellement d'infirmières dans le réseau de la santé en Abitibi-Témiscamingue. Si l'urgence a fermé la nuit à Sainte-Terre, c'est parce que ça permet de récupérer 4 infirmières qui sont des main-d'œuvre indépendantes, qui proviennent d'agences de l'extérieur de la région pour venir prêter main forte dans notre réseau. Ça permet de les réaffecter ailleurs dans le réseau en Abitibi-Témiscamingue pour maintenir d'autres services plus névralgiques, je le dis vraiment entre guillemets, plus névralgiques parce que c'est parce qu'une urgence, ça reste une urgence, c'est extrêmement névralgique comme service. Puis c'est ça. Fait, quand on élargit un petit peu le regard de Sainte-Terre au reste de l'Abitibi-Témiscamingue, il faut savoir qu'il nous manque 250 infirmières environ dans l'ensemble du réseau. C'est plus de 1000 professionnels en soins qui manquent, que ce soit tous les titres confondus avec les physios, les travailleurs sociaux, les technologies médicales, etc. C'est 1000 employés sur 5-6 000 professionnels qui sont embauchés par le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Et sur ces 1000-là, c'est 250 infirmières. Et la façon dont notre réseau de la santé est déployé en Abitibi-Témiscamingue, parce qu'on est une très grande région, peu densément peuplée, on a des centres hospitaliers dans chacune des villes MRC, dans chacune des MRC, c'est-à-dire dans les plus grandes villes. Et ce réseau-là, après, est complété par des points de service CLSC, des petits points de service dans les milieux ruraux, mais parfois des points de service CLSC qui sont un peu plus fournis en termes de services, comme à Sainte-Terre, comme à Témiscamingue aussi, comme à Malartic, où on a un peu plus de services parce que les autres services sont trop loin. Bref. Donc, des petites urgences, il y en existe aussi ailleurs que dans nos centres hospitaliers. Puis comme on a plusieurs petits hôpitaux, bien, on a beaucoup d'équipes à couvrir, puis c'est des petites équipes. Alors, quand il manque 2, 3, 4 infirmières, ça fait toute la différence sur le maintien de ce service-là parce qu'il ne peut pas manquer le tiers ou le quart ou des fois la moitié du staff pour maintenir le service ouvert. À Montréal, quand tu as des grosses équipes et qu'il t'en manque 3-4, bien, des fois, les autres qui restent travaillent un petit peu plus fort puis on arrive quand même à maintenir le service. Mais nous, dans nos petites équipes, c'est pas comme ça que ça se passe, puis on ne peut pas maintenir des services ouverts à 50 % du personnel. Fait qu'il y a des décisions il y a des décisions qui ont dû être prises, puis depuis 1 an, en Abitibi-Témiscamingue, c'est le 3e plan de contingence qu'on vit parce que la situation ne s'améliore pas, on n'arrive pas à rembaucher puis à recruter suffisamment de personnel. Et le dernier plan de contingence, c'est celui de fin septembre dernier, où là, il y avait les mesures qui s'appliquaient à l'urgence de Sainte-Terre parce que le CIS n'arrive plus à fournir tous les services avec le peu de personnel qu'il a. Et donc, en septembre, Émilie, on annonce la fermeture imminente de l'urgence, en fait, à Sainte-Terre le soir. Comment est-ce que ça a été reçu dans la population? Donc, est-ce que les gens étaient préparés? Évidemment, comme vous décrivez, comme tu décris, le système était sous tension depuis longtemps, plusieurs plans de contingence. Mais là, comment est-ce que les gens ont réagi face à ça? Ça a été vraiment une onde de choc. Parce que la façon dont les gens l'ont appris, c'est à travers un point de presse du ministre de la Santé qui disait que, ça ne va pas très bien, la pénurie de personnel dans le réseau de la santé, ça va engendrer des ruptures de services. Comme à Sainte-Terre, on risque de fermer l'urgence la nuit pour pallier à ce manque de main-d'œuvre. Alors là, on se retrouve devant des citoyens qui apprennent de la bouche du ministre de la Santé pendant un point de presse devant l'ensemble du Québec que leur urgence va fermer la nuit. Ça a vraiment créé un onde de choc important. Moi, je me souviens très bien, c'était la semaine de la rentrée parlementaire. Rapidement, nous, les élus, on a toujours une présentation du plan de contingence par le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue juste avant qu'il soit annoncé publiquement pour qu'on puisse poser nos questions, pour qu'on puisse se préparer à réagir. Et là, rapidement, le CIS a dû faire la communication, mettre au jour, qu'est-ce qu'il y en est exactement. Et ça a vraiment été une onde de choc
dans la population. Puis à Sainte-Terre, les gens se sont rapidement mobilisés. Il y a un comité citoyen qui se sont mis en place. Les élus qui étaient là à ce moment-là se sont aussi mobilisés pour attirer l'attention sur ce qui se passe à Sainte-Terre, essayer de trouver des solutions alternatives. Donc, il y a vraiment eu un gros effort de la population qui, jusqu'à encore aujourd'hui, est extrêmement mobilisé pour qu'on puisse trouver des solutions là, pour leur point de service CLSC. Émilie, cet hôpital-là est là depuis combien d'années? Ce point de service-là existe depuis combien d'années? C'est plus que 10 ans, 20 ans, 30 ans? C'est une excellente question. Je n'ai pas la réponse. Depuis est-ce que tes souvenirs, en fait? C'est toujours... Tu sais, moi, surtout, depuis que je suis élue, elle a toujours été là, ça c'est sûr, depuis 5 ans. Mais c'est une bonne question. Je pense que ça fait longtemps que cette urgence-là existe. Sainte-Terre, c'est quand même une ville, c'est une petite ville, mais il y a quand même quelques milliers de personnes qui travaillent là. Il y a des grosses entreprises qui sont installées là, des grosses entreprises qui parfois nécessitent la présence d'une urgence à proximité, comme dans mon comté, il y a à Témiscamingue, l'usine de Rayam, anciennement Tembec, qui embauche 700-800 employés qui travaillent avec de la machinerie, avec des produits chimiques. S'il arrive quelque chose, un accident de travail, on a besoin d'avoir un service de proximité pour prendre en charge, au moins stabiliser les travailleurs qui pourraient être blessés. Je pense que c'est un peu la même situation à Sainte-Terre, où il y a des entreprises qui sont bien installées, puis ça génère aussi une petite population. On a besoin d'avoir un point de service proche, mais honnêtement, j'ai pas... d'après moi, ça fait longtemps que ce point de service-là, ce CLSC-là, est en place là, à Sainte-Terre. Parce que c'est intéressant, il y a quelqu'un sur nos posts, sur nos médias sociaux, qui a justement un ancien DG d'hôpital qui avait dit, tu sais, on se demande pourquoi est-ce qu'on en a vraiment... Il y a des gens qui disent, bon, mais là, on n'en a pas besoin, il n'y a pas beaucoup de monde qui consulte, sauf que qu'est-ce qui a changé, tu sais, depuis 20 ans, depuis maintenant? Il y a encore des gens qui consultent les services à toute heure et tout. Et au contraire, dans certaines régions, il y a une croissance là, des activités économiques, industrielles, peut-être comme dans votre coin. Vous avez parlé tantôt des citoyens. Donc, les citoyens se sont impliqués. Et ça, c'est intéressant et c'est quelque chose qu'on connaît très bien. En fait, moi, je connais très bien parce que toute l'histoire de nos travaux sont inspirés d'une expérience en Colombie-Britannique, à Nelson, en Colombie-Britannique, dans le sud de la province, où il y a eu d'énormes coupures de services, fermer la chirurgie, les soins intensifs, il n'y avait pas de scanner, pas de psychiatrie interne. Ils ont coupé beaucoup les services et là, les citoyens sont mis à former des comités de défense des droits de patients et les médecins, moi j'étais chef d'urgence, on a travaillé avec eux pour justement les sensibiliser aux pénuries. Mais c'est très sensible pour des médecins de s'impliquer là-dedans. Alors nous, évidemment, on passait par nos réunions départementales, toutes les mesures standards. Mais évidemment, lorsqu'on coupe de plus en plus les services, à un moment donné, les professionnels ne savent plus trop quoi faire. Il y a des règles de confidentialité, il y a des trucs délicats. Donc, les gens vont donner de l'information au groupe, aux citoyens. Les citoyens vont amener ça dans les médias. Mais il reste que les citoyens doivent bien informer quand même par les professionnels localement. C'est quoi votre impression de l'implication des médecins et des infirmières dans votre communauté pour défendre les droits de patients? Parce qu'ils fournissent de l'information vraiment importante. Mais, comment dire, les gens, je pense que le personnel du réseau de la santé est mobilisé aussi. C'est sûr que dans les petits milieux, parfois, c'est toujours un peu intimidant de sortir sur la place publique pour toutes sortes de raisons, puis de prendre la parole parce que, bon, tu veux pas être charleux, tu veux pas être associé, il y a des enjeux, les gens, tu sais, on parle souvent d'une omerta dans le réseau de la santé. Moi, honnêtement, je la sens vraiment présente, cette omerta-là dans le réseau de la santé. Tu sais, j'ai la chance d'avoir des amis qui travaillent, tu sais, d'avoir des liens avec les gens qui travaillent à l'intérieur du réseau, qui sont là pour m'alimenter, qui ne le font pas nécessairement sur la place publique. Ça, ces liens-là, ils sont extrêmement précieux pour mieux comprendre, en fait, comment le système est organisé, pourquoi ces décisions-là sont prises. Tu sais, quand on décide, par exemple, de fermer le service d'obstétrique à l'hôpital de Ville-Marie, ça a été un de mes gros chevals de bataille, moi, depuis le printemps dernier. Tout l'été, là, elle est réouverte maintenant depuis 2 semaines. Mais tu sais,
après ça, quand les gens disent, ben, tu sais, l'obstétrique, on l'a fermé parce qu'on ne voulait pas fermer l'hémodialyse, qui se déplacent moins, tu sais, demander à des patients qui reçoivent des traitements d'hémodialyse, je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, mais quotidiennement, leur demander d'aller à Rouen, tu sais, on ne peut pas faire ça. Là. Bon, tu sais, on est capable de remettre les décisions en perspective, mais en même temps, moi, la réflexion que je ne veux jamais oublier, c'est comment ça se fait qu'en 2021, on en soit rendu là à devoir prendre ces décisions-là qui sont extrêmement déchirantes, puis de devoir couper des services de proximité qui sont extrêmement essentiels, de demander à des femmes en travail de faire 130 km de route pour aller accoucher à Rouen, des fois la nuit, des fois là en début d'hiver. Tu sais, c'est complètement impensable, mais on est obligé de prendre cette décision-là parce que depuis des décennies, on n'a pas assez investi dans notre réseau de la santé, on n'a pas assez misé sur l'expertise, sur les conditions de travail, sur la valorisation de la profession des professionnels en soins, toutes catégories confondues. Moi, ça, c'est la réflexion que je ne veux pas perdre de vue quand on parle de la façon dont on va déployer nos services en région, puis de comprendre qu'il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, mais c'est ça, de toujours garder en tête, oui, mais qu'est-ce qui nous a amené à prendre ces décisions difficiles-là? Ça reste le nerf de la guerre pour moi. Et donc, justement, comment est-ce que vous pensez que les décisions se prennent? Des décisions, par exemple, de fermer l'hôpital. Puis juste pour vous dire une idée, nous, donner une idée, dans le Living Lab Charlevoix, comme vous savez, Charlevoix était un peu dans une situation potentiellement semblable. Donc, on a annoncé au début de l'été la fermeture imminente de l'urgence à Baie-Saint-Paul. Et là, la chance qu'on a eue, dans le fond, c'est que, bon, on étudie les urgences rurales depuis longtemps, on a pu soulever les risques, les mentionner et tout. Mais aussi, comme on était une équipe de recherche avec le Living Lab, la direction s'est montrée très ouverte pour qu'on puisse contribuer à revoir certaines décisions, brainstormer. Ultimement, c'est les infirmières qui ont décidé de trouver une façon créative de gérer leur garde avec des chiffres de 12 heures, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en analysant le processus de décision, et puis les décideurs vont vous le dire très ouvertement, ils se sont rendus compte qu'une telle décision, évidemment, ça fait longtemps que ça se brasse, et c'est peut-être un peu comme dans votre cas, et je serais intéressé de savoir. Donc, les gens réfléchissent aux problèmes depuis longtemps de pénurie, mais à un moment donné, quand ça devient imminent, souvent, bon, les vacances d'été, il y a encore moins de monde, alors les décisions doivent se prendre quand même assez rapidement, et des fois, ben, on a dans notre angle mort des choses comme, par exemple, aller voir les gens sur le terrain. Donc, aller voir finalement les professionnels sur le terrain, les infirmières, les médecins, d'autres professionnels, mais aussi les citoyens qui pourraient être affectés par ça. Et donc, on pense que c'est des décisions qui sont généralement prises par des personnes dans le réseau de la santé qui sont très bienveillants, travaillent excessivement fort, beaucoup d'épuisement chez les décideurs aussi, énorme roulement de ce qu'on connaît partout dans le réseau. Ils ne sont pas une grosse équipe au ministère de la Santé. Et ça tire de partout. Et là, dans le fond, la décision se prend et là, boule de neige, elle est exécutée. Et donc, on met beaucoup d'efforts dans l'exécution d'une décision, pas dans la réflexion au problème. Et ce qu'on a vu, c'est que le personnel n'avait pas été écouté. Et les gens l'avouent carrément, puis disent, ça a été notre erreur. Puis là, ils sont ouverts créativement. Et pour nous, c'est très touchant. Et le lien avec la direction, avec le CIUS, a été renforcé, je pense, en raison de cette crise-là, qui a été évitée, en fait. Comment vous pensez que la décision a été prise dans votre région de fermer des services comme Ascenter? Mais, je pense que ça, c'est un de nos gros problèmes, là. Depuis la réforme Barrette, on a énormément centralisé les lieux décisionnels. En fait, on a perdu notre gouvernance locale. Puis là, ben, tu te retrouves avec une équipe de direction qui doit gérer l'ensemble du réseau. Puis c'est un peu à géométrie variable parce que tous les CIS et les CIUS n'ont pas la même nécessairement composition en termes d'établissement. Nous, dans notre région, on a 5 centres hospitaliers, les points de service, tout ça. Et là,
ben, il y a eu vraiment une gestion plus centralisée, une vision plus centralisée. Puis là, ben, on promène beaucoup les gens, tu sais, d'un point de service à l'autre. Puis ça, ce n'est pas étranger à la crise de main-d'œuvre qu'on vit actuellement. Puis j'ai pas le choix de faire ce petit détour historique-là parce qu'on a perdu, tu sais, ce qu'on vit en ce moment, là, ça serait peut-être pas aussi intense si on n'avait pas vécu cet épisode-là de centralisation extrême, là, j'ai envie de dire. Tu sais, il y a des gens à l'hôpital de Ville-Marie dont leur horaire est géré par du personnel qui est à Amos, qui est à 3 heures de route, qui n'ont aucune idée, tu sais, qui ont pas la dynamique locale de comment les filles aiment travailler, c'est quoi leur préférence, alors qu'avant, c'était une gestion qui était beaucoup plus délocalisée, très locale, puis les gens arrivaient à trouver des solutions entre elles. Là, quand on est venu, hop, enlever ce petit pouvoir-là que le personnel avait sur leur horaire de travail, entre autres, ça a été extrêmement difficile. Puis à partir de ce moment-là, on a vu beaucoup de gens quitter le réseau. Puis ça a vraiment contribué à aggraver la crise de main-d'œuvre qu'on vit en ce moment. Puis, tu sais, juste pour vous donner un exemple, moi, ma mère, c'est une infirmière retraitée qui a fait 35 ans au même hôpital à Ville-Marie, au CLSC, pendant 35 ans de sa vie. Elle est rentrée là à 21 ans, elle est sortie de là à 57, 58. Puis, quand elle a voulu prendre sa retraite, bien là, elle était dans la tourmente de la pandémie, bref, tout ça était à InfoSanté, puis elle a dit, ben, tu sais, je veux continuer de faire mon effort, je veux prendre ma retraite sur papier, mais je vais continuer de travailler. Tu sais, je prends ma retraite le vendredi soir à 16 h, mais lundi matin, 8 h, je rentre puis je continue comme je faisais. Là, je veux continuer de prêter main forte. Puis on lui a demandé son CV puis ses diplômes après 35 ans avoir travaillé dans la même boîte. Puis ça, là, c'est tellement insultant, tu sais, ce manque de reconnaissance-là. Puis finalement, tu sais, sa supérieure dit correct, tu sais, je vais m'en occuper, je vais fournir tous les papiers qu'on a besoin, tu sais, pour cette réembauche-là. Mais ça, cette perte de sens-là puis de reconnaissance pour le personnel, ça a été extrêmement difficile. Puis ça a été ça depuis la réforme Barrette. Fait qu'on a perdu énormément de joueurs. Et là, maintenant, bien, les décisions sont très centralisées. Puis, bien, en fait, ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, notre site dans notre région est constamment en train d'éteindre des feux. Il ne passe sa vie qu'à faire ça, éteindre des feux à gauche et à droite parce que tout perd puis qu'on continue de perdre des services. Fait qu'on n'est même plus capable de travailler sur des mesures structurantes pour attirer de la main-d'œuvre, retenir de la main-d'œuvre, pour voir comment est-ce qu'on peut maintenir nos services plus long terme. On est vraiment juste en train d'éteindre des feux. Fait que quand il s'agit de prendre des décisions, clairement, on ne prend pas le temps d'aller consulter les gens sur le terrain. Puis moi, pour le fréquenter un petit peu, le centre de santé, j'ai l'extrême chance d'être en bonne santé, mais j'y vais pour mes enfants, pour mon suivi de mon bébé. Bien, puis là, d'entendre, tu sais, qu'on me rapporte parce que les gens en profitent un peu pour dire des choses pendant que je suis là en train de faire vacciner mon bébé, tu sais, on se rend compte que, tabarouette, effectivement, si les gens étaient consultés sur le terrain, des fois, les décisions qui ont été prises, elles sont contre-productives, puis nos gens sur le terrain, tout le monde est conscient, là, tous les professionnels sont conscients qu'on vit une importante crise de main-d'œuvre, puis ils sont prêts à faire leur bout de chemin, puis ils sont prêts à faire le deuil de quelques services qu'ils donnaient ou de trouver une façon de les administrer autrement pour être capable d'offrir le plus possible quand même à la population. Mais ces gens-là n'ont plus accès au processus de décision, n'ont plus accès aux gens qui prennent ces décisions-là, qui, eux, sont centralisés ou qui passent beaucoup de temps dans leurs autos entre les différents centres hospitaliers à se promener dans la région parce qu'on a tout centralisé la gestion puis les postes de direction à peu près au même endroit. Et ça, à mon avis, ça fait cruellement défaut. Et il va falloir, si on veut s'en sortir, il va falloir ramener une gestion beaucoup plus locale, une direction beaucoup plus locale pour qu'on soit beaucoup plus résilient et autonome dans la façon dont on gère nos services puis notre personnel. Puis Émilie, justement, est-ce que le ministre de la Santé n'a pas dit publiquement qu'il voulait revenir à ça jusqu'à un certain point? Bien, il nous a parlé beaucoup de décentralisation, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement la décentralisation? Puis là, je ne peux pas m'empêcher non plus de faire le parallèle entre ce qu'ils ont fait dans le réseau de l'éducation. Quand on est venu abolir les élections scolaires, puis de dire
on va redonner plus de pouvoir dans chacune des écoles. C'est de la décentralisation en retirant le titre des commissions scolaires, puis en instaurant les centres de services scolaires. Tu sais, les directions vont être beaucoup plus autonomes, mais moi, cette décentralisation-là dans le réseau de l'éducation, honnêtement, je ne la vois pas. Puis même, j'ai bien plus le goût de faire le parallèle entre les C3S puis maintenant les C2S, les centres de services scolaires, où on a beaucoup moins accès aux enjeux que vont vivre les centres de services scolaires parce que, tu sais, avant, il y avait le conseil des commissaires. Là, bon, il va y avoir un genre de conseil d'administration, mais tout d'un coup, c'est qu'on devient l'extension du ministère dans la région. Tu sais, quand ton directeur est nommé par un conseil des ministres, se retrouve dans une position qui est parfois difficile parce que tu es sur un siège éjectable. Puis maintenant, c'est à qui tu es redevable envers qui? Envers la population que tu desserres ou que tu représentes, je le dis entre guillemets parce que tu es dans un poste de direction, tu n'es pas un élu, mais entre ce réseau-là local ou entre le gouvernement qui te donne des directives que tu dois appliquer. Puis ça devient une position qui, je le reconnais, doit être vraiment pas évidente. Mais moi, ils en ont parlé effectivement, le gouvernement, de cette décentralisation-là, mais pour moi, c'est un mot qui est très galvaudé, la décentralisation, puis j'ai bien hâte de voir ça va être quoi leur plan de match, parce que moi, j'ai l'impression que ça va les affaiblir, à partir du moment où tu remets des leviers décisionnels entre les mains de plusieurs personnes qui sont délocalisées. Clairement, ça affaiblit ton pouvoir, où là, le pouvoir est concentré entre une trentaine d'individus, là, les CIS et les CIUS, c'est à peu près ça. C'est pas c'est max une quarantaine d'établissements. Bref, j'ai hâte de voir comment ça va s'opérer. OK. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous avez parlé, ce que tu as parlé de la décentralisation, donc de l'impact de la centralisation sur les communautés rurales locales, c'est un des points les plus importants qui est sorti de notre étude Urgence rurale 360. L'étude n'est pas encore publiée. Elle fait partie d'un effort de transfert de connaissances et on va vous demander quelque chose spécifiquement par rapport à ça. On va vous proposer un plan d'action à la fin de notre entrevue aujourd'hui, Émilie. Mais dans cette étude-là où on a interviewé plus de 200 citoyens, décideurs et professionnels dans 26 urgences rurales, ça a été fait il y a quelques années déjà. Ce qu'on a remarqué, c'est que justement, les gens ont dit on a des particularités locales, puis on n'a pas l'impression que depuis la centralisation, les gens nous écoutent et les gens comprennent bien notre enjeu. Il y a un dicton qui dit si vous avez vu une urgence rural, un milieu rural, un hôpital rural, vous avez vu juste un hôpital rural. Puis effectivement, nos premières études pilotes pour le projet Urgence rurale 360 ont été faites aux Îles-de-la-Madeleine, à Baie-Saint-Paul, puis à Fermont. Donc, 3 milieux complètement distincts. Et ce qui est sorti de ça, c'est vraiment justement que on ne peut pas émettre finalement des façons de faire au sens large. Donc, le Living Lab en tant que tel, c'est un peu basé là-dessus. C'est un peu basé sur, on a plein de solutions qui existent dans la littérature pour améliorer les soins dans les urgences rurales, prévenir les fermetures, exemple, la télémédecine, n'importe quoi, favoriser le recrutement, la rétention. Nous, on implique citoyens, décideurs, professionnels. On en a parlé un petit peu avant l'entrée, comme en enregistrement de l'entrevue. Mais ça va vraiment chercher cette particularité locale. Et les décideurs semblent être ouverts à ça. En tout cas jusqu'à maintenant, parce qu'ils sentent l'engagement des citoyens. Et toute la recherche maintenant, et nous, on fait partie d'un centre de recherche qui s'appelle VITAM, le centre de recherche en soins de première ligne, un gros centre de recherche du Québec. Il y en a 2-3 en première ligne, là, je crois. Là, et c'est vraiment basé sur la recherche axée sur le patient. Donc, on ne fait plus de recherche sans inclure des patients et d'ailleurs, on ne fait plus de recherche si ça ne donne pas un impact direct sur le patient. Les études fondamentales sont importantes, on a vu avec le vaccin, et donc on doit impliquer des citoyens, mais on doit impliquer dès le départ des projets des décideurs. Et je dois vous dire, le ministère de la Santé fait partie en fait, c'était Antoine Groux qui était le représentant, il était du côté des libéraux, il n'était pas des libérales, mais il était en Barrette, mais il était sous-ministre adjoint
et elle fait partie du projet Urgence rurale 360. On n'a rien à dire contre Antoine parce qu'il a toujours été impliqué dans notre étude. Maintenant, il fait autre chose. Mais on impliquait quand même les décideurs du ministère. Je dois vous dire, je suis toujours très surpris du fait que nous, on étudie ça depuis 10 ans. Il n'y a quand même pas beaucoup de recherches dans les régions rurales à travers le monde. Donc, on travaille avec des gens de d'autres pays à échanger nos informations. Mais mettons qu'il y a comme une dizaine d'équipes à travers le monde qui étudient la médecine d'urgence rurale. On est toujours très, très surpris finalement qu'on ne reçoit pas beaucoup de coups de téléphone du ministère de la Santé pour nous demander notre opinion sur on va fermer tel hôpital, as-tu une opinion là-dessus? Écoute, c'est confidentiel pour le moment, qu'est-ce que vous feriez avec ça? On n'est pas payé par le ministère de la Santé, c'est pas notre job de faire ça. Évidemment, ils n'ont pas d'obligation de faire ça, mais quand même, je sais pas, il me semble que moi, si je veux apporter un changement, je vais quand même appeler du monde qui ont interviewé du monde, puis qui ont des données de recherche. Et là, je vais juste vous dire, Jenny en l'a mentionné en entrevue, notre étude publiée avant la COVID, le projet Trauma, on a démontré qu'il y a 3 fois plus de morts. Lorsque vous avez un accident dans une région rurale versus urbaine, la moitié des décès arrivent avant l'arrivée à l'hôpital ou à l'arrivée de l'hôpital. C'était des données choquantes qui étaient publiées dans le British Medical Journal Open, diffusées dans tous les médias, vraiment gros impact. La ministre McCann a été mentionnée là-dedans. Et on avait parlé de faire quelque chose, mais la COVID a frappé. Et pour vous dire, c'est pas une critique, là, mais on n'a toujours pas d'idée. On avait fait des recommandations d'améliorer les soins préhospitaliers d'urgence, de mettre plus de ressources de ce côté-là. On avait proposé des hélicoptères. Ça fait longtemps qu'on parle de ça. On n'a toujours pas eu d'action, mais surtout, on n'a toujours pas eu de coup de téléphone. Fait que c'est pas une critique, mais je veux juste dire que même les chercheurs qui veulent changer quelque chose, et je suis convaincu que, et là, je vous dis, tu sais, le ministre, ils ont beaucoup de chats à fouetter présentement avec la COVID, comme vous savez. Puis c'est toujours la question, tu sais, des régions rurales versus peu peuplées. Puis on va vous donner l'argument, il y a juste 5 patients qui se présentent la nuit, le volume est juste pas là, etc. Ouais, mais c'est 5 personnes qui consultent en pleine nuit, pas pour un rhume, pas pour tu sais, il y a quelque chose de peut-être plus important lorsque tu consultes la nuit. Et peut-être que l'intervention que tu vas faire là pourrait faire une différence. Et quels sont les coûts de faire ça versus le plan B? Le plan B, c'est de doubler ou tripler tes ambulances, de mettre un hélicoptère sur le terrain, d'ajouter d'autres ressources. Le plan B est vraiment compliqué, là. Il est possible, puis il faut chercher des solutions, mais le plan B est compliqué. Et donc, il faut vraiment réfléchir à ce genre de situation. Donc, moi, je suis toujours un peu... puis je me suis dit, tu sais, est-ce qu'on fait tout ça pour rien, la recherche? On va vous parler un petit peu à la fin de qu'est-ce qu'on vous propose par rapport à ça comme prochaine action. Mais si on parle des citoyens présentement, si on parle de vos professionnels, ils vont faire ça combien de temps pour défendre les droits dans votre milieu? Donc, qui va changer quelque chose? Est-ce qu'on va attendre un autre décès ou comment ça fonctionne? Y a-t-il déjà des plans d'action? Est-ce que c'est quoi le plan? Est-ce que vous avez le droit de demander un plan, par exemple? Ça fait 1 an que je le demande, ce plan-là. Qu'est-ce qui nous attend en Abitibi-Témiscamingue pour nous aider à regarnir nos rangs en termes de professionnels? Puis, il n'y a pas une solution. Puis là, les gens disent, vous critiquez tout le temps, vous ne proposez pas de solution. Faux. On en propose plein des solutions, que ce soit les forfaits d'installation, que ce soit des primes de disparité régionale, que ce soit la bonification, les bourses pour les stages. Bon, là, ils commencent à annoncer des petites affaires. On se dit, bon, yes, on commence à faire des petits gains. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, c'est que les causes de pénurie de main-d'œuvre, elles sont aussi différentes d'une région à l'autre. Moi, je n'ai pas le portrait de partout, mais je sais qu'en Abitibi-Témiscamingue, c'est nous qui avons le plus haut taux de main-d'œuvre indépendante, qui dépense le plus en main-d'œuvre indépendante au Québec. Puis la région qui nous suit, c'est la Côte-Nord, puis ils sont loin derrière nous là, en termes d'argent dépensé pour de la main-d'œuvre indépendante. Fait que ça, c'est un indicateur assez fort que notre région est dans une des pires situations d'un point de vue de la main-d'œuvre. C'est pour ça qu'on dit qu'on est en crise depuis plus d'1 an. Puis cette
cause-là, elle est multifactorielle. Moi, je vous ai parlé de la réforme Barrette, c'est vrai, il y a beaucoup de ça, mais il y a autre chose aussi, que ce soit le vieillissement de la population, que ce soit le taux de natalité, que ce soit notre capacité à attirer des immigrants chez nous, que ce soit la situation du logement, la situation des places en garderie. La pénurie de main-d'œuvre, elle est vraiment multifactorielle. Puis c'est pour ça que moi, je pense que l'approche mur à mur, c'est complètement dépassé, là. Il faut arriver avec des solutions adaptées à chacune des régions, à chacun des milieux, puis il faut avoir une vision concertée. Parce que là, on a beau mettre des incitatifs pour embaucher plus d'infirmières, puis c'est excellent, c'est un outil qu'on a besoin dans notre coffre à outils, mais on reste pris avec des enjeux au niveau du logement, avec des enjeux au niveau des places en garderie. Ça, c'est majeur en Abitibi-Témiscamingue. Il y a des gens qui viennent s'installer chez nous, puis qui revirent de bord, qui retournent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de place pour mettre leurs enfants dans les CPE. Puis, il faut vraiment avoir une vision qui est beaucoup plus concertée sur notre capacité à attirer puis à retenir des gens chez nous. Puis moi, tu sais, vous le disiez très bien, là, tu sais, vous n'avez pas eu de coup de téléphone du ministère, puis moi, je me rends compte à quel point la ruralité, c'est très loin dans l'échelle de priorité des gouvernements parce qu'effectivement, en Abitibi-Témiscamingue, on est 1,6 % de la population québécoise en Abitibi-Témiscamingue. Quand on regarde les colonnes de chiffres, là, on ne pèse pas très haut dans la balance. Mais est-ce que ça fait de nous des citoyens de seconde zone? Non. Puis si on veut en attirer des gens chez nous, on a besoin d'avoir des services minimums. En ce moment, la population, elle est extrêmement inquiète de voir ce qui s'est passé à Sainte-Terre. Ça a vraiment créé une onde de choc. Le lien de confiance avec le ministère, il a été extrêmement fragilisé. Les gens sont inquiets de savoir est-ce que je vais être capable d'obtenir les services dont j'ai besoin pour ma survie. C'est grave là, comme préoccupation, c'est extrêmement grave. Puis, je reviens là, sur la concertation. Les libéraux, je m'excuse, hein, moi j'en identifie quand même quelques-uns des coupables, mais les libéraux nous ont retiré nos instances de concertation régionale qui, à mon avis, sont fondamentales dans les régions comme ça éloignées où on n'a pas le choix de travailler ensemble pour être entendus, puis pour, oui, en proposer des solutions, puis on est très innovant, je pense qu'en région, ça c'est une des caractéristiques qu'on a, c'est qu'on a tellement peu qu'il faut penser en dehors de la boîte, puis on est excellent pour faire ça. Mais après, on a besoin d'avoir le gouvernement qui nous écoute puis qui actionne des leviers. Puis la meilleure façon de nous écouter, c'est quand la région parle tout ensemble d'une seule et même voix. Puis avant qu'on avait nos instances de concertation régionale, bien, on était capable, on avait cette instance-là pour rassembler les gens autour d'une même conversation, puis de rassembler toutes les têtes pensantes, les acteurs du milieu pour qu'on puisse identifier nos enjeux, nos problèmes, y adresser des solutions, puis faire des recommandations. Maintenant, on n'a plus cette instance-là. Fait que c'est qui doit caler la shot? C'est à qui que ça revient de caler la shot, de dire hey, là, gang, là, on a un gros problème dans notre région. On perd nos services de santé parce qu'on perd notre monde, puis on perd notre monde parce que les conditions de travail ne sont pas bonnes, mais non seulement ça, c'est qu'on n'a plus de logement, on n'a plus de place en garderie. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'asseoir ensemble, puis il faut se donner d'un plan de match. Oui, on a besoin que le gouvernement soit partie prenante de ce plan de match-là, mais ça doit aussi émaner des gens. Puis depuis qu'on a perdu ces instances de concertation-là, à mon avis, ça nous fait vraiment grandement défaut dans les régions éloignées pour se faire entendre. Mais merci pour tout ça, Émilie. Moi, je vais très bientôt terminer ma partie un peu formelle de l'entrevue. On va se donner à peu près une demi-heure d'interaction avec les gens, puis à peu près vers quart, on va vous faire une proposition. OK? Mais avant, j'aimerais vous dire, on va dire que là, vous êtes élu à Québec solidaire, vous êtes parti au pouvoir, nous sommes dans l'avenir, je ne sais pas combien d'années, et là, vous êtes ministre de la Santé. Vous êtes dans la même position et vous êtes toujours représentant de votre région. Et là, on vous dit, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes capable de me dire dans l'immédiat, qu'est-ce que vous faites pour le problème spécifique à votre région maintenant? 3 plans d'action en les 25 premiers jours, les 100 premiers jours, je ne sais pas, mais un plan spécifique de qu'est-ce que vous feriez à ce moment-là? Bien, nécessairement, moi, je pense que je suis quelqu'un d'équipe, je suis quelqu'un qui aime rassembler les gens. Tu sais, moi, je viens d'en parler, l'instance de concertation
régional, tu sais, à mon avis, ça, c'est un des premiers gestes à poser parce que, tu sais, en même temps, ça répartit la pression, là. Et moi, tu sais, demain matin, être ministre de la Santé, là, je me sentirais petite dans mes shorts en tabarouette, là. Je me sentais petite dans mes souliers. Le lendemain de mon élection, là, ça va, j'ai pris du galon un peu, mais tu sais, juste de répartir le poids de cette décision-là, surtout avec les gens qui vont la vivre au quotidien, le résultat de cette décision-là, c'est extrêmement important qu'ils soient partie prenante, puis qu'on travaille en équipe, puis qu'ils nous les proposent, les solutions. Puis moi, je n'ai pas le monopole de la vérité, là. Fait que pour moi, ça serait extrêmement important de mettre à contribution ces gens-là pour qu'ils réfléchissent puis qu'ils fassent partie de la démarche. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les gestes qui vont être les plus porteurs? Tu sais, quand le gouvernement nous est arrivé là, à la mi-octobre avec son fameux plan pour sauver le réseau de la santé au Québec, là, il mettait 1 milliard sur la table pour agir sur les conditions de travail des soignantes. Ce plan-là a permis... En Abitibi-Témiscamingue, je pense qu'il y a une infirmière qui a été recrutée. Tu sais, on est arrivé avec une espèce de solution qu'on pensait qui allait fonctionner, puis honnêtement, là, ils se sont complètement plantés avec ça. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté les gens du milieu. Puis là, depuis même plus qu'un an, on nous décrète des solutions tout le temps. Ils ne sont même pas négociés avec les principaux concernés. Moi, je pense que ça, c'est le premier ingrédient, la première chose à faire, c'est de rétablir cette communication-là avec les gens qui sont les premiers à vivre les conséquences de nos décisions, puis de les mettre à contribution. Puis tu sais, en impliquant comme ça la communauté, tu es certain que ce que tu vas proposer va marcher parce que les gens vont avoir fait partie prenante de la décision. Et ça fait toute la différence. Tu sais, comment est-ce que les gens, après, peuvent critiquer? Puis là, l'idée, c'est pas de les bâillonner, mais comment est-ce que les gens peuvent critiquer une décision dans laquelle ils ont été partie prenante? C'est la meilleure façon de s'assurer que ça fonctionne. Là. Et donc, c'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est que tu n'as pas nécessairement de solution toute fixe à tout ça, mais la grande solution, c'est vraiment de retourner sur le terrain puis d'écouter les gens pour générer les solutions. C'est intéressant parce que c'est à la base même du Living Lab, donc, et à la base même du Design Thinking, c'est-à-dire le volet empathie, c'est de bien comprendre les gens. Et donc, le projet des étudiants en médecine, entre autres, là, qui ont fait avec les infirmières, ils ont posé 2 questions. C'est vraiment pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous êtes infirmière? Qu'est-ce qui est important pour vous là-dedans? Deuxième question, c'est si vous aviez une baguette magique, ça serait quoi vos solutions? Donc là, on est dans l'idéation, la pensée divergente. Fait qu'effectivement, dans un problème très complexe comme la gestion des ressources dans le domaine de la santé, un réflexe comme vous avez de dire, ben là, écoute, première étape, c'est de trouver une façon de justement d'aller voir les gens, trouver une façon aussi de penser créativement en utilisant peut-être des méthodes de design thinking, faire des prototypes, des petites initiatives, mais de prendre finalement le leadership de la santé rurale, la médecine rurale pour peut-être tout le Québec, comme on a dit, peut-être à la mémoire de M. Genet, tu sais, et donc vous avez parlé à son fils aujourd'hui même. Comment ça va? Ben, comment va son fils? Ben, tu sais, je pense que la famille reste très éprouvée. Je pense que tout le monde est très soulagé, en fait, que la coroner se saisisse du dossier avec une perspective qui dépasse la séquence d'événements à partir du moment où M. Genet a pris la ligne pour appeler le 911 pour témoigner de son malaise. Puis ça, moi, je le comprends tellement. Puis moi, c'était un des aspects que je voulais vraiment valider avec la famille, puis avec, tu sais, c'est quoi, qu'est-ce que la coroner va prendre en considération, parce que ce réflexe-là, en fait, est tellement humain. Quand on perd un service de proximité, l'analyse de notre propre situation, elle est différente. Puis, tu sais, tu te dis, bon, normalement, je serais allée consulter, mais là, c'est fermé ou ça va fermer dans une demi-heure, je n'aurai pas le temps, je vais prendre mon mal en patience, puis ça va aller à demain. Tu sais, à demain matin, quand le service va être réouvert, puis encore là, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec l'obstétrique. Tu sais, quand l'obstétrique a fermé au Témiscamingue, tu sais, moi, je me souviens,
lors de ma deuxième grossesse, d'avoir vécu des moments d'inquiétude où tu sens moins bébé bouger, bien, j'irai pas. Je vais aller, en fait, sur l'étage, aller me faire vérifier. Je vais appeler, je vais leur demander s'ils ont le temps de juste me monitorer, voir si tout va bien. Puis je me souviens d'être allée 2-3 fois, mais si l'obstétrique avait été fermée pendant ma deuxième grossesse, j'aurais jamais fait la route, là, 1 heure et demie de route, 3 heures aller-retour pour aller me faire rassurer. Fait que ce réflexe-là, il est tellement humain. Puis M. Jeunesse, quand il a commencé à avoir des douleurs puis à se poser la question sur son état de santé, bien, c'était dans la journée du lundi. Il serait allé consulter s'il avait su qu'il y aurait eu une porte ouverte, mais là, l'urgence allait fermer dans une demi-heure. C'est correct, moi, y aller demain matin. Cet élément d'analyse-là, il est fondamental dans la situation qui nous préoccupe. Puis quand on voit le cyste sortir sur la place publique en disant non, ça n'aurait rien changé si Centre avait été ouvert, ça n'aurait rien changé au dénouement de l'histoire. Attendez, là, on est en Abitibi-Témiscamingue, ce réflexe-là de retarder à consulter parce que notre service de proximité, il est fermé, il est totalement humain et il fait partie de l'équation. Moi, j'étais très rassurée de voir qu'on était tous à la même place pour ça, les gens de la famille, moi comme élue avec ce regard-là un peu plus macro, que ce facteur-là doit être pris en considération, il est fondamental dans la séquence des événements. Puis je pense que tout le monde, et la famille y compris, est en attente du résultat puis des recommandations au terme de l'enquête de la coroner. Merci beaucoup, Anne-Lise. Puis nos sympathies encore à la famille. Est-ce que là, on va passer à la période des questions. Donc, d'habitude, on donne la parole aux étudiants. Il n'y a pas d'étudiants en stage. Présentement, on a des étudiants, mais là, on va l'ouvrir à tout le monde. Jenny, est-ce que tu pourrais, t'es-tu à l'aise de gérer un petit peu les questions et tout ça? Donc, on fait un petit tour. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment un peu plus des questions, un peu plus rapid fire. Donc, on essaie d'aller un peu plus rapidement à un point, donner l'opportunité à plusieurs personnes d'intervenir là, comme ils veulent. Donc, on peut y aller peut-être avec Julie Pressé, là, qui, je pense, voulait commenter là, moi, j'ai quand même au moins 20 minutes. Ça va être dur pour moi de faire du rapide, là, mais je porte très bien mon nom. Bonjour tout le monde, je suis Julie Pressé, je suis la mairesse de la municipalité de Fortierville, au centre du Québec. Bonjour. Je pense qu'on s'est déjà parlé, je ne suis pas certaine. Nous, on a eu aussi une urgence. On avait une 24/7 en CLSC, une urgence probablement comme celle de Centre, qui est rendue maintenant ouverte seulement de jour et de soir depuis 2 ans. Donc, question, j'aimerais savoir pour vous, c'est où les urgences en milieu rural? Parce que, tu sais, nous ici, Centre du Québec, souvent, on n'est pas considéré un milieu rural et pourtant, on en est un. Tu sais, les hôpitaux les plus près sont à 100 km chacune. Donc, j'aimerais ça savoir c'est quoi les 26 urgences rurales, mais vous pouvez me l'envoyer par courriel éventuellement, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais ça savoir. En fait, Julie Théberge, est-ce que tu as la dernière version du rapport un peu toute clean, là? Est-ce que tu voudrais l'envoyer à Madame? Et tiens, même, je te propose, Julie, si tu veux le mettre sur le chat. Donc, c'est un rapport non publié, mais écoutez, dans les circonstances, on vous propose, on va le mettre sur le chat. Merci. Alors, vous allez voir les définitions des urgences rurales qu'on utilise. Okay. Donc, c'est des définitions. Donc, on a commencé par étudier des urgences dans des hôpitaux 24/7. Okay. On a exclu les CLST, les dispensaires, parce qu'au début, on voulait comparer avec le reste du Canada. Okay. Il y a 300 quelques urgences au Canada qui sont comme ça. Et donc, il y a eu beaucoup de changements de services à travers les années. Donc, on voulait comparer, est-ce qu'au Québec, est-ce qu'on a plus de scans, de chirurgiens, combien on transfère de patients? Et évidemment, plein de gens nous ont dit, oui, mais les petits points de service au Québec, on a restructuré dans les années 80, 90, on a converti les CLSC n'étaient plus ouverts 24 heures, ils ont perdu leur statut d'urgence, de stade d'urgence ou je ne sais pas trop. Donc, et ça a des répercussions. Ça a des répercussions. Et donc, à l'heure actuelle, moi, je représente les urgences rurales à l'Association des médecins d'urgence du Québec. Et actuellement, il y a plusieurs points comme le vôtre, points de service qui viennent nous voir pour dire, ben, notre service, on voit tant de milliers de personnes par année, c'est achalandé. On aimerait avoir un statut d'urgence parce que finalement, c'est ce qu'on fait.
peut-être pas un hôpital où les gens sont gardés là, mais on fait beaucoup Ben, d'interventions urgentes. Puis si on a le statut, ben au moins, on aurait une reconnaissance et plus de ressources. il y Fait a que, une blague à l'interne ici, là, les employés de l'urgence portent des casquettes et c'est écrit le chiffre, le Centre hospitalier universitaire de Fortierville. Et on est une municipalité de 700 citoyens. Donc, mais on couvre quand même un grand territoire. Mais bref, on parlait de fermeture. Nous, quand ça a fermé, ça a fait un tollé. Là. On a eu. Le CIUS n'a pas trouvé la population très drôle quand il a dû présenter ces choses devant plus de 400 personnes qui voulaient des réponses. Mais à la base, on a essayé la télésanté. Mais on parle de 2019, donc avant la pandémie, donc avant que tout le monde comprenne que c'était facile de communiquer par Internet. Donc, ça a fonctionné 6 mois et finalement, les médecins ne voulaient pas poser de diagnostic à distance. Donc, on a fini par fermer la nuit. Je ne vous cacherai pas qu'ici, ça va quand même bien, mais il y a des choses qui ont été mises en place. Le service ambulancier est plus efficace. Il y a eu beaucoup de communication aux gens, de dire, ben là, vous n'hésitez pas, vous appelez l'ambulance. Mais ce que vous disiez, Émilie, tantôt, c'est vrai que on se pose la question, ben tu sais, je vais y aller demain, ou même, ben je ne vais pas déranger une ambulance pour ça. J'ai-tu les moyens de me payer une ambulance parce qu'on ne se cachera pas que dans les milieux ruraux, les gens ne sont pas nécessairement financièrement. C'est pas tout le monde qui a des finances. Et nos personnes âgées, moi, je sais que beaucoup ici sont partis vers la ville parce que l'urgence pour eux, c'était une sécurité. Et là, comme elle n'était plus là la nuit, ben, ils ne se sentaient plus en sécurité. Puis, ils se disaient, ben, je vais être déplacé s'il faut que j'aille des soins. Puis, le transport, quand tu es âgé, des fois, ce n'est pas toujours si facile de s'en aller en ville. Puis tout ça. Fait qu'ils sont partis en ville pour être plus proches. Donc, en plus, ça dévitalise nos milieux. Ça a aussi cet impact-là. Donc, voilà. Mais je suis contente d'être avec vous, puis plein de belles affaires que j'entends. Puis, n'importe quand, si vous avez besoin de moi, lâchez-moi un coup de fil, ça va me faire plaisir. On l'a vécu, on le vit encore. Puis j'ai même peur qu'éventuellement, ce soit le soir qui tombe. Puis, c'est ça. C'est un combat de chaque journée. Merci beaucoup, Mme Pressé. Puis c'est justement l'opportunité, ce genre d'entrevue-là, c'est l'opportunité aussi d'échanger avec d'autres personnes. Ça donne des idées, les gens partent avec ces idées-là, et puis c'est un échange. Et là, bon, vous avez quand même le rapport d'urgence rurale 360. Encore une fois, c'est un rapport qui n'a pas été publié encore, mais je pense qu'il est quand même assez bon. Il s'inspire beaucoup de nos études qu'on a faites dans les années antérieures. Donc, ce n'est pas une publication scientifique, c'est beaucoup plus long qu'une publication scientifique. C'est un peu le genre de rapport que vous trouveriez dans les rapports gouvernementaux. Mais on a attendu pour le diffuser dans les publications parce qu'il faut le traduire, il faut le modifier, il faut couper le papier. La pandémie est arrivée. On a un panel d'experts à faire, donc on voulait réunir les différentes parties prenantes des urgences rurales et ensuite prioriser les solutions. Et finalement, on a un projet de recherche que Julie Théberge a fait et on va vous en parler dans quelques minutes, mais un projet de diffusion des résultats, c'est-à-dire on compare le rapport que vous avez entre les mains à un webinaire qui est enregistré. Donc, c'est moi qui fais la même conférence qui présente l'étude, nos études depuis les 10 dernières années, à un spectacle réalisé par les 7 doigts de la main qui ont vraiment lu le rapport et qui ont monté tout ça avec notre équipe de recherche et on a un film de ça maintenant. Et on va vous montrer un extrait un peu tantôt, puis on va vous demander quelque chose de spécial, Émilie, pour agir là-dessus. Et la raison pourquoi on a fait ça avec le cirque, projet subventionné par les fonds de recherche Société et Culture dans le concours Audace, c'est justement parce que les gens ne lisent pas les études scientifiques et on pensait qu'il fallait trouver une façon de mobiliser des citoyens, mais plusieurs personnes, les toucher, parce que les gens se souviennent pas des faits, se souviennent surtout de la façon on va les faire sentir, comme disait Maya Angelou. Et on pense que par l'émotion, par l'art, on peut avoir un meilleur impact et dans les régions rurales. Donc, on cherche une façon de faire le tour avec tout ça, de la province, pour aller voir les gens localement. Fait que là-dessus, on va passer à une autre question. On a Benoît qui a la main levée. Oui, bonjour. J'en reviens un peu sur la situation qui est arrivée justement dans votre secteur. Des fermetures d'urgence soir-nuit, il y en a eu un peu partout au Québec. Il y en a eu plusieurs aussi qui sont arrivées dans la dernière année. Quand nous, on a failli
fermé ici à Baie-Saint-Paul, il y avait eu des propositions, mais est-ce qu'il y a eu des mesures d'atténuation qui ont été prises, qui sont concrètes et qui sont réalistes aussi? Parce que je sais que nous, ils nous avaient proposé quelque chose. Oh, on va rajouter une ambulance qui va être en permanence dans le garage de 20 heures à 6 heures, mais travaillant pour la compagnie d'ambulance, on n'avait même pas été informé de ça, puis on n'avait pas la ressource disponible parce que nous aussi, on est en manque de personnel. Je sais qu'en Estrie, cet été, il y a eu une mesure qui avait été appliquée. Y avait-tu quelque chose qui avait été proposé, soit au niveau préhospitalier ou au niveau de la réorientation de l'urgence, que les citoyens étaient au courant au moins? Bien, en fait, il y a Christian Williams qui est là, Francis Brisebois de Sercom qui vont peut-être pouvoir compléter ma réponse. Mais nous, rapidement, quand on a vu toute la réorganisation de services, parce qu'il fermait l'urgence de Sainte-Terre la nuit, il fermait aussi les lits en soins intensifs. À Lassar, il fermait aussi 50% des lits en soins courte durée. On perdait aussi les soins intensifs. Il y a un ensemble de réorganisation de services. Puis là, nous, on s'est dit, attends un peu, là, ça va avoir beaucoup de pression sur le préhospitalier. Parce que là, qui va les faire, ces transferts-là, tous ces patients-là? Je veux dire, c'est nos ambulanciers. Quand ils ont fermé l'obstétrique à Ville-Marie, même affaire, on se dit, OK, là, s'ils doivent se mettre à transférer des femmes dont le travail est trop avancé pour qu'ils puissent le faire en auto, bref, qui ont besoin d'être accompagnés puis de le faire en ambulance. Puis on sait à quel point nos services préhospitaliers sont fragiles parce que les horaires de faction, parce que la rétention, tout ça. Fait, rapidement, nous, on a rencontré des Sercom en région, on a interpellé le cabinet aussi de M. Dubé précisément sur cet enjeu-là. Puis les mesures d'atténuation, les messieurs pourront me corriger, mais c'est d'ajouter une ambulance 12 heures par jour à Sainte-Terre, une à Lassar. C'était même pas, à Sainte-Terre, c'était même pas pour couvrir le quart de nuit. Puis là, cette semaine, ils viennent d'en réannoncer une. Mais là, j'ai vraiment l'impression que je m'avance. Je vais laisser Francis ou Christian répondre. Oui, effectivement, pour Sainte-Terre, ils ont fait un rajout d'ambulance de 12 heures de nuit. Ce qu'il faut comprendre, autant pour Sainte-Terre que pour Lassar, une ambulance 12 heures a été ajoutée pour protéger l'équipe de faction. C'est ça qui est assez paradoxal dans le dossier. Ce n'est pas pour offrir plus de services, mais bien protéger ce qu'on a déjà dans le secteur. Et visiblement, ça n'a pas fonctionné. Donc, avec cette mesure qu'on connaît tous, ils ont ajouté un autre 12 heures à Lassar de nuit. Pour avoir plus d'ambulances dans le secteur. Merci beaucoup pour l'info. Puis, ça correspond un peu à ce que je m'étais dit en tête. Merci. Et donc, encore une fois, on a des paramédics ici et c'est intéressant parce que, justement, la médecine rurale, c'est beaucoup de médecine préhospitalière, beaucoup de transferts dans les urgences rurales. Dans nos petits hôpitaux, là, c'était en affaires comme en moyenne à peu près 500 transferts par année, souvent de façon urgente, sur de longues distances. Et donc, c'est un maillon du système de santé en région rurale qui est absolument critique. Si nous, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, où je pratique à l'urgence, on transfère du monde, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on n'est pas habitué nécessairement de faire ça tout le temps dans les milieux urbains. Et c'est compliqué d'organiser un transfert. Juste la décision de transférer un patient, c'est complexe. Ça prend une ambulance qui est déjà ailleurs, qui est déjà mobilisée en région pour d'autres cas potentiellement qui couvrent un territoire. Il y a une mobilité d'ambulance. Et même comme médecin, je me rappelle en Colombie-Britannique, quand tu prends la décision de demander ton transfert, tu sais que ton ambulance va partir pendant 4, 5, 6 heures ou plus. Tu poses toujours la question, si j'ai un enfant ou j'ai quelqu'un d'autre, si j'ai quelque chose d'autre qui se passe, j'ai déjà envoyé mon ambulance. Donc, chaque patient est un peu en compétition contre l'autre pour des ressources. Et donc, il y a une gestion vraiment particulière de cette prise de décision-là qu'on ne connaît absolument pas en médecine urbaine. Je vous le dis, on ne pense jamais à ça. Et donc, ça ne fait pas partie de la formation de la plupart des médecins en région rurale. Et juste pour vous dire, dans les urgences rurales, il y a 4 millions de visites à travers le Canada dans les petites urgences rurales, comme Baie-Saint-Paul, la Malbaie, on va dire.
il y en a au Québec presque 500 000. C'est 4 à 500 000. C'est donc beaucoup de monde dans ces petits points de service-là par année. Et donc, les régions rurales, c'est entre 18 et 16 et 20 de la population. Il y a moins de 10 des ressources médicales qui sont dans les régions rurales. Il y a une inéquité juste sur cette base-là. Merci aux paramédics. Est-ce que j'aurais une autre question? Parce que si j'en ai pas, peut-être qu'on pourra... On avait Dr. Liu qui avait levé la main. Oui, Dr. Liu. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Dr. Liu, Dr. Joanne Liu, présidente sortante de Médecins sans frontières, pédiatre urgentologue à Sainte-Justine et qui est aussi chercheur spécialiste dans toutes les pandémies en Global Health à l'Université McGill et elle s'implique beaucoup dans le Living Lab Charlevoix et vous pouvez écouter son entrevue qu'elle a fait en début de pandémie d'ailleurs. Alors, Joanne. Ben, j'avais baissé ma main, mais rapidement, Émilise, j'aimerais mieux savoir aujourd'hui, je pense qu'en tant qu'élu, tu as fait une partie de ce qu'on s'attendait à toi, c'est de l'avoir porté à l'attention, d'avoir fait une prise de parole musclée au Parlement. C'est quoi ton plan de match jusqu'aux prochaines élections? Puis qu'est-ce que tu vas mettre en avant par rapport à l'accès aux soins dans les régions rurales? Comment dire, beaucoup de choses. C'est sûr, moi, je suis très audible sur la question de la santé dans ma région parce que je le porte vraiment comme députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Puis, c'est pas moi la porte-parole en santé pour ma formation politique. Fait que, tu sais, des fois, je déborde parce que j'ai ça vraiment à cœur, puis je le vois aussi, tu sais, dans d'autres régions du Québec qui vivent des fermetures. Puis, je me sens extrêmement solidaire parce que ce que nous, on vit dans la région, puis, tu sais, on essaie d'identifier des solutions qui vont être structurantes aussi pour un peu tout le monde. Puis, tu sais, par exemple, moi, j'étais très impliquée au niveau de l'obstétrique dans ma région avant Centre, parce que Centre, c'est pas officiellement dans mon comté, mais c'est sûr que je suis pas insensible. Mais, tu sais, comment je dirais, l'obstétrique à Ville-Marie, ça, c'était dans mon comté. Puis, c'est sûr que moi, je suis une jeune maman. Là, j'ai accouché en juin 2020 de mon deuxième bébé. Là. Fait que l'obstétrique, je suis passée par là il n'y a pas si longtemps. Puis, toutes les femmes au Témiscamingue qui sont enceintes, ben, c'est des filles avec qui je suis allée à l'école, c'est des amis, c'est de la famille, c'est des gens qui sont très proches de moi. Fait que à partir du moment où tu mets un visage sur une situation injuste, inégale, c'est clair que ça te donne une envie d'aller au bat, tu sais, vraiment, vraiment forte. Puis, mais là, dans ce contexte-là, on a tous commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on peut donner un coup de main en obstétrique. Fait qu'on on a entamé un travail, notamment avec les sages-femmes, parce que c'est une expertise qui existe, qui est probablement sous-utilisée, surtout dans les régions du Québec, parce qu'il y a encore là des enjeux de densité de population. Fait que, des fois, j'essaie de trouver un angle plus national à un de mes enjeux locaux pour essayer d'avoir une solution pour plus loin que ma région. C'est sûr que d'ici la fin de mon mandat, là, moi, je vais continuer de marteler pour avoir un plan pour l'Abitibi-Témiscamingue. On revendique un statut particulier pour qu'on soit capable d'avoir des conditions de travail différenciées en Abitibi-Témiscamingue, puis être capable d'avoir de la marge de manœuvre pour convaincre l'infirmière de traverser par de la véranderie puis de venir s'installer en Abitibi-Témiscamingue, de travailler avec les acteurs locaux aussi pour voir, les problèmes de logement, comment on fait pour les adresser, ces problèmes-là, la question des places en garderie aussi. Puis bon, ça se passe tout ici à l'Assemblée nationale, fait que je fais beaucoup de lobby auprès des ministres pour qu'il y ait une attention particulière pour l'Abitibi-Témiscamingue. Puis bien sûr, c'est de toujours trouver un genre d'équilibre entre les solutions qui peuvent émaner du milieu qui sont super importantes. Mais moi, j'ai une préoccupation, puis je vous dis vraiment en toute transparence, c'est moi, ce que je veux, là, en fait, ce qui m'énerve le plus, c'est quand j'entends le ministre de la Santé me dire « Ah, vous avez un bon plan, moi, j'ai confiance en les décisions qui sont prises par votre CIS, vous êtes entre bonnes mains, tu sais, ça va bien aller. » Puis moi, là-dedans, je vois une déresponsabilisation en fait, du ministre à l'égard de nos services de santé. Puis moi, bien sûr, je veux que ma région soit mobilisée, soit en mode solution, oui,
mais il ne faut pas que ce soit perçu comme un signal qu'on est capable de se prendre en main et qu'on n'a pas besoin du gouvernement du Québec. Il y a des leviers à l'heure actuelle qui ne nous appartiennent pas en région, sur lesquels on n'a aucun pouvoir, et ce levier-là doit être actionné par le gouvernement du Québec. Puis le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est qu'en 2020, il s'est dépensé 61 millions de dollars en main-d'œuvre indépendante en Abitibi-Témiscamingue. Imaginez si on avait ce montant-là pour nous puis qu'on pouvait l'administrer comme on veut pour agir sur l'attraction et la rétention de notre main-d'œuvre en fonction de nos solutions. Bien, ça en est tout un levier qui pourrait être actionné pour nous. Fait que c'est sûr que moi, je vais continuer de mener la bataille. Puis, tu sais, il y a eu un décès à Sainte-Terre, là. On n'a pas eu l'ombre d'une proposition ou d'une solution qui est émanée à date. L'obstétrique à l'hôpital de Ville-Marie a réouvert le 21 novembre dernier. L'ouverture est garantie jusqu'au 1er janvier, mais au 2 janvier, on n'a aucune idée à l'heure actuelle si le service va être maintenu. Puis en 1er janvier, là, on est encore en plein hiver. Là. Les routes en Abitibi-Témiscamingue, les tempêtes de neige, je veux dire, ça n'a pas de bon sens de demander à des femmes en travail d'aller accoucher à Rwanda en plein hiver. Ça n'a pas de bon sens en été, ça a encore moins de bon sens en hiver. Fait que, tu sais, moi, je suis aussi en train un peu d'essayer d'éteindre des feux, d'essayer de mobiliser le personnel du cabinet de M. Dubé, mais tout le monde au gouvernement d'être en mode solution aussi pour la région. Merci beaucoup, Si je peux me permettre. Liu, pour votre question et Joanne. Je ne sais pas ce qu'on... Julie voulait juste rebondir C'est sur... un détail, mais Émilie a tellement raison. Il faut se mettre en mode solution, mais il faut aussi s'asseoir ensemble et se parler. C'est comme ça qu'on va réussir à faire quelque chose, parce que tant qu'on... Moi, j'avoue que malgré la fermeture, c'est ma grande victoire à Fortierville. On a réussi à s'asseoir ensemble et se parler. Ben, je vous dis, la première fois, là, c'était pas chic. Là. Il y avait 2 camps, puis il y avait des élus provinciaux aussi, là, et ils n'étaient pas nécessairement de notre bord. mais après, tout le monde a fait « OK, non, ça ne marche pas, il faut s'en aller sur la même track ». Puis mettre chacun un petit peu de l'eau dans notre vin. La solution n'est pas parfaite, mais au moins, elle convient à tous, puis elle protège nos citoyens. Et merci encore, Mme Pressé. Et puis, d'ailleurs, on a un stage de leadership et d'innovation qui va commencer en janvier, à peu près mi-janvier. Et si jamais il y en a qui voudraient faire partie de ce stage-là, vous pouvez communiquer à Jenny. Donc, on veut travailler vraiment sur les questions de recrutement, de rétention avec les infirmières, mais il y a un projet de télémédecine, il y a un projet d'art et médecine. Et d'ailleurs, ce qu'on va vous demander dans les prochaines minutes, c'est quelque chose auquel personne, c'est une surprise entière. On va vous demander quelque chose de vraiment important. Émilise, donc nous, on a étudié les urgences rurales depuis les 10 dernières années. Je pense qu'il n'y a pas d'équipe on a publié beaucoup de recherches là-dessus et on a mobilisé beaucoup de vos citoyens en région rurale. Beaucoup de gens ont donné de leur temps à tous les domaines, dans tous les domaines. Presque 1000 pages d'entrevues. Vous avez le rapport de ça qui est très succinct, même s'il fait 40 pages. Il y a quand même une 50aine de publications scientifiques qui portent sur un sujet ou un autre. Vous les avez là, plusieurs en référence. Mais on a justement la conférence spectacle. Là, on l'enfilme. On veut trouver les moyens d'y aller en personne. Mais au moins, on a le film. Et là, je vais vous demander quelque chose de spécial, Émilise, dans quelques minutes. Je vais vous demander d'être la leader de ça parce que vous faites un excellent travail comme porte-parole de cette cause rurale-là. Et donc, Jenny, si tu es capable de nous jouer le teaser de cette vidéo-là. Alors, ça dure 2 minutes, alors on vous propose d'écouter ça. Est-ce que le volume marche?
Émilise, voici ce qu'on va vous proposer. Donc, c'est le doctorat. On compare le rapport, les 3 conditions, voir si les gens retiennent plus, sont plus mobilisés. Et comme on a vu votre prise de position, et on a aussi pu se rendre compte à travers les années que le ministère de la Santé, mais aussi l'ensemble des députés probablement, les représentants des régions rurales et même urbaines, ont peu de connaissances à l'égard de la situation des urgences en région rurale. Ce qu'on vous propose, c'est un visionnement pour tous les membres de l'Assemblée nationale début 2022 et nous serons là avec les 7 doigts de la main, notre équipe de recherche, pour répondre aux questions de tous les membres de l'Assemblée nationale. Ce qu'on vous propose, c'est d'organiser cet événement, prendre 1 heure ou 2 des représentants de l'Assemblée nationale pour les 9 millions de Québécois et on vous propose de prendre le leadership de ça. C'est toute une mission. Je vais voir ce qui est possible d'organiser dans le contexte de COVID, mais j'ai eu plein de frissons à voir la bande-annonce, fait que ça promet. Je pense que c'est effectivement super important. Puis moi, j'adore ce que vous dites. Quand tu as vu une urgence en milieu rural, tu as juste vu une urgence. C'est tellement vrai qu'on n'est pas toutes pareilles. Puis c'est ça. Fait que c'est très bon. Fait que je vais tenter de relever le défi avec tout le leadership que je suis capable d'avoir. Merci beaucoup, Émilise. Et avant qu'on termine, ce qu'on fait d'habitude, traditionnellement dans les grandes entrevues, c'est on fait un petit tour rapide. Pour ceux qui veulent, vous avez juste à vous identifier. On fait un petit tour rapide, puis les gens nous disent qu'est-ce qu'ils ont retenu, une chose de l'entrevue avec vous aujourd'hui et comment ils se sentent. Donc, c'est une information et comment ils se sentent, donc le sentiment d'aujourd'hui. Et je vais commencer avec Jenny qui va un peu nous montrer comment ça marche. Donc, Jenny. Moi, mon sentiment, c'est une immense fierté de voir la grande femme que Émilise Lessard-Terrien est devenue, que j'ai gardée quand elle était haute de même. Donc, c'est le sentiment qui m'envahit aujourd'hui de voir comment tu es affirmée, que tu parles franchement, tu n'as pas peur de la controverse. Je trouve ça magnifique. Je passe la parole à Dr. Liu, tiens. Moi, le sentiment qui m'habite, c'est le fait que je suis persuadée qu'on a une vraie relève pour le pouvoir au Québec. Donc, ça me fait beaucoup plaisir de t'avoir rencontré, Émilise. Merci. Veux-tu nommer quelqu'un, Joanne? Oui, je vais nommer Madame Pressé. Donc, Madame Pressé, qu'est-ce que vous avez retenu comme information de l'expérience et comment vous vous sentez? Vite fait, j'ai retenu qu'il faut continuer de se battre pour nos urgences en milieu rural et ne jamais lâcher. Et en deuxième, j'ose presque pas le dire, mais j'ai quasiment envie de devenir députée du Québec solidaire éventuellement. C'est bon, il y a des élections bientôt, on cherche des candidats. Moi, mon mandat fait juste commencer. Mais c'est inspirant de voir les gens se défendre ces points-là, puis on a besoin de vous autres. Merci. Voulez-vous nommer quelqu'un? Sinon... Oui, je vais nommer tiens, M. Vaillancourt. Bon, sans vouloir faire de jeu de mots, moi, je vais dire solidarité ou solidaire. C'est comme ça que je me sens parce que ça me fait réaliser que même si on est à l'autre bout du Québec, à peu près littéralement, on vit le même genre de réalité. C'est des réalités aussi qu'on vit au centre du Québec, qui se vit en Gaspésie, qui se vit ailleurs aussi dans le reste du Canada et je présume dans les milieux similaires dans le monde. Donc, je me dis qu'il faut qu'on se parle, qu'on fasse confiance à nos élus de nos régions pour faire avancer nos dossiers. Merci, Benoît. Tu veux-tu nommer quelqu'un? Ça pas long. Qui n'a pas parlé? Moi, je vois quelqu'un ici, Benoît, là, je vois Jocelyne. Jocelyne, qui est la maman de Jenny Barrette, notre coordonnatrice. Elle habite en Abitibi. Penses-tu que c'est une bonne idée? C'est parfait. Go! Moi, j'irais dans le même sens que ma fille, Jenny. La fierté que j'ai envers Émilise, bravo.
Bravo. Puis, ça nous donne vraiment confiance. Mais en tout cas, moi, ça me donne vraiment confiance qu'il va y avoir du changement pour nous au Témiscamingue. Merci, Émilie. Merci. Jocelyne, est-ce que il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire un mot? Donc, qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce que vous avez comme fait et comment vous vous sentez maintenant? OK, donc... Alexandre, as-tu envie de dire un mot? Ouais. Oui, certainement. Moi, ce que je retiens, là, Émilie, pour te connaître d'ailleurs, puis travailler aussi comme paramédic là, dans le milieu, bonne détermination. Je vois que c'est un dossier qui tient à cœur, puis qu'il y a des belles choses à faire à ce niveau-là, puis on va être satisfait de travailler dans ce sens-là. Je vais passer la balle au bon à mon directeur des opérations, M. Williams. Merci, Alexandre. Je retiens deux choses. Je regarde l'expérience de Fortierville, puis je me dis, avec la communication, si les gens s'assoient ensemble, on peut arriver à quelque chose. Et deuxième des choses, Émilie, merci beaucoup. Depuis que tu es dans le dossier, ça bouge, tu ne lâches pas, tu es coriace, puis on le voit que ça fonctionne. Fait que mes félicitations, puis c'est un plaisir de travailler avec toi. Merci, pareillement. Et bon, alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut faire un petit témoignage. Des fois, ça peut être un peu gênant pour les personnes. Ce qu'on peut faire maintenant, s'il n'y a pas une autre personne, est-ce que, je ne sais pas, je peux demander à Julie Théberge. Et donc, c'est un moment aussi où on récapitule, puis on va chercher un peu notre bottom line de l'expérience. Peut-être, est-ce que Julie, tu voudrais mentionner quelque chose? Donc, Julie qui a assisté à vraiment beaucoup d'entrevues aussi. Donc, Julie, on a parlé de ton projet de doctorat aussi. Oui, en fait, National, qu'est-ce que tu as pensé de ça? ça serait vraiment hot. Moi, je veux. Je veux. Émilie, si je peux t'aider dans tout ça, tu m'appelles, je vais t'aider, c'est sûr. Mais en fait, ce que je retiens, puis je pense que je vais me rallier parce que ça a été souvent redit, mais c'est ça, tu sais, oui, on dit que quand tu as vu une urgence rurale, tu en as vu juste une, mais il y a des affaires qui sont quand même en commun dans différents milieux. Puis, au lieu de justement se concentrer sur ce qui nous différencie, c'est d'y aller aussi avec ce qui nous relie. Fait que je pense aussi que d'être capable d'ouvrir ces dialogues-là dans différents milieux, c'est ça qui va donner une force finalement, une force de frappe aussi au niveau du gouvernement, puis être capable de justement s'échanger des solutions qui ont fonctionné dans des milieux, tout ça. Fait que merci beaucoup, puis merci, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, au revoir. Alors, Émilie, c'est à ton tour. En fait, merci Julie, merci tout le monde. Et donc, Émilie, c'est à ton tour. C'est ta première expérience dans la grande entrevue, à l'assister ou quoi que ce soit. Tu es notre première députée, pas notre première élue. Madame Foster est venue rencontrer nos étudiants. On a des très bons contacts, ceci étant dit, avec notre député de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. J'en profite aussi pour dire que selon plusieurs, M. Dubé a vraiment travaillé excessivement fort et est dans l'histoire un des bons ministres de la Santé jusqu'à maintenant. Et puis, je suis persuadée, Émilie, que tu vas réussir à aller loin quand même avec des points. C'est quelqu'un qui va être ouvert à entendre tes points et est ouvert à la science aussi. Ceci étant dit, Émilie, comment tu te sens aujourd'hui de ton expérience et qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience-là? J'ai trouvé ça extrêmement pertinent, enrichissant. J'étais contente parce qu'il y a plein de visages que je connais. Alexandre, qui est venu à mon école quand j'étais au secondaire présenter le métier d'ambulancier. Jenny, Jocelyne, chez qui je passe devant la maison toutes les semaines pour aller chez mes parents. Fait que c'est le fun là, de retrouver ce petit milieu-là. Mais je me rends compte qu'effectivement, je pense, Julie, tu l'as bien dit, oui, une urgence rurale, ça reste une urgence rurale, mais on a effectivement, je pense, des points en commun, en tout cas d'une région à l'autre. Je pense que créer ces solidarités-là d'une région à l'autre, c'est super important. Puis le dialogue, la concertation, travailler ensemble, c'est vraiment ça, en fait, qui va nous sauver, d'être capable de s'asseoir puis de se parler.
puis de faire fi des fois de nos intérêts individuels pour travailler pour le collectif. Ça, c'est dans l'ADN de toute façon de Québec solidaire. C'est pour ça que c'est le parti pour lequel j'ai choisi de me présenter. Mais d'y aller vraiment dans une approche de dialogue, de rassembler les gens, rassembler les forces vives du territoire pour se mettre en mode solution, c'est extrêmement important. Fait que j'ai trouvé ça très, très rafraîchissant là, d'avoir ces échanges cet après-midi. Et moi, j'ai trouvé l'expérience vraiment, vraiment enrichissante. On en a appris beaucoup et j'ai appris, et encore une fois, comme plusieurs l'ont souligné, ça fait du bien d'entendre une leader, une politicienne au franc-parler, qui n'a pas peur d'aller de l'avant, mais qui est en même temps très polie, très diplomatique et qui a l'humilité de connaître la complexité des enjeux. On a perçu ton humilité aussi là-dedans. On a perçu ton ouverture à plusieurs égards. Tu es une grande leader déjà et puis ça a été vraiment une de nos excellentes entrevues. Et on a bien hâte de poster ça justement sur notre podcast et diffuser ça sur notre site. Et on a hâte d'aller à l'Assemblée nationale très bientôt. Oui, je vous oublie pas. On reprend en février. Fait qu'on se tient au courant. OK. Alors, tout le monde, merci beaucoup d'être là. Nos grandes entrevues sont sur le site YouTube de la chaire Living Lab Charlevoix pour regarder des films sur ce qu'on a fait au cours des dernières années. Et puis, suivez-nous sur les médias sociaux. Et puis, merci infiniment d'être là. Sans vous, cette expérience-là ne serait pas la même. Merci infiniment à tout le monde. Et je vous souhaite un bon week-end. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci, bon week-end. Bye.